Bonsoir. Donc, comme on a eu la gentillesse de l'annoncer, je vais vous parler de l'amour ce soir. En philosophie. Enfin, philosopher sur l'amour, c'est pas évident parce que c'est un thème qui est plutôt littéraire et qui est assez subjectif. Mais je vais essayer quand même de philosopher dessus en essayant d'apporter ce que généralement on appelle la rigueur philosophique sur ce concept si flou, si intime, si littéraire qu'est l'amour. Alors, je suis parti d'une illustration de Pavese, en fait. C'est un écrivain italien qui s'est suicidé, ça commence bien, qui s'est suicidé le 27 août 1950, à 42 ans. Et cela faisait 5 mois qu'il avait une liaison amoureuse et malheureuse avec une actrice américaine à gauche, là, qui s'appelait Constance Dowling. Et il laisse un message d'adieu. Je demande pardon à tous et à tous ceux et à tous je pardonne. Ça va, ne faites pas trop de commérages. Finalement, le message d'adieu, on ne voit pas trop le lien entre son suicide et puis l'amour. Mais si on lit Le métier de vivre, qui est un petit chef-d'œuvre, si on lit Le métier de vivre, 3 mois avant son suicide, il y a un passage qui est très intéressant. Un passage du 25 mars 1950 où il écrit ceci. On ne se tue pas par amour pour une femme, sous-entendu une femme unique, une femme la seule, l'unique. On se tue parce qu'un amour, n'importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, dans notre état désarmé, dans notre néant. Bon, moi j'y vois personnellement la raison de son suicide. Et c'était il y a 3 mois, donc il était amoureux. C'était pas absolument réciproque. Et finalement, c'est par chagrin d'amour qu'il s'est suicidé. Et il en tire une leçon sur l'idée qu'en fait, l'amour révèle, et je partage son diagnostic, il révèle la misère de la condition humaine. On est fragile, on est nu, on est seul, on est mortel. Et en fait, l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aveu de ça. Je cherche à nier ça. Alors c'est l'aveu, c'est compliqué parce que à la fois c'est l'aveu de la misère de la condition humaine, mais c'est aussi la tentative de la nier, de la réparer, de faire comme si on n'était pas misérable. Et je trouve que c'est une vision de l'amour qui est assez religieuse. En fait, si on regarde un petit peu ce qu'apporte la religion à un individu, c'est exactement cette sécurité-là, cette lutte contre la misère de l'existence humaine, qui n'est pas une misère matérielle du tout, mais une misère affective, une misère existentielle. Si vous regardez les attributs de Dieu, il y a l'amour évidemment, mais cet amour, en fait, il se nourrit de tous les autres attributs. Je suis aimé par quelqu'un d'immuable. Je suis mortel. Je suis aimé par quelqu'un de tout-puissant. Je ne suis pas tout-puissant, je suis impuissant. Par quelqu'un de fidèle. Les autres me quittent involontairement par la mort ou volontairement parce qu'ils ne m'aiment plus. C'est ce qui est arrivé à Pavese. Bon. La justice, l'éternité, tous ces attributs divins en fait sont une façon de guérir de cette, pas de cette maladie, mais de guérir de cette misère existentielle de l'homme. Bon. En fait, on pourrait en conclure que Pavese s'est suicidé parce que l'amour des femmes, d'une femme, ne valait pas l'amour de Dieu. Bon, c'est réciproque, l'amour d'un homme aussi ne vaut pas, c'est pas une affirmation misogyne, ça vaut pas l'amour de Dieu. Bon. Et mon hypothèse de départ pour ce travail, cette conférence, c'est que les couples modernes ne durent pas, se séparent trop vite. On se sépare toujours trop vite de toute façon. Se séparent trop vite parce qu'ils demandent à l'amour conjugal ce qu'auparavant on arrivait à obtenir avec la religion. Et quand je dis religion, en fait, j'entends pas seulement la relation personnelle que j'ai à Dieu. En fait, ce qui fait la force de la religion, c'est pas ma relation personnelle à Dieu, c'est plus que ça. C'est le fait que tout autour de moi, il y a des gens qui partagent cet amour de Dieu, qui reçoivent aussi, ou qui pensent du moins recevoir l'amour de Dieu, et qui ont cette même foi.
Autrement dit, il y a une grande cohésion des sociétés traditionnelles autour de la croyance religieuse qui donne extraordinairement de sécurité affective aux individus. Et je crois qu'on est arrivé à une époque, petit à petit, surtout en Europe, avec la laïcité, avec le progrès des sciences et des techniques, on est arrivé dans des sociétés où finalement la religion s'est affaiblie. Et ça a provoqué une grande insécurité affective, et on cherche à la rattraper par une forme de conjugalité mystique. C'est-à-dire qu'on demande au conjoint, c'est quand même extraordinaire comme demande, on demande au conjoint de nous apporter la sécurité affective, la satisfaction narcissique, la sécurité identitaire que nous apportait avant tout un système social basé sur une unanimité religieuse, quoi. Alors bon, c'est pas évident. C'est Bourdieu, un sociologue, qui remarque ça. Il remarque dans un livre qui s'appelle La domination masculine, mais c'est pas le sujet pour moi là. Il remarque que l'amour, on essaie d'obtenir de l'amour conjugal ce qu'avant on essaie d'obtenir par des rites sociaux, religieux. Alors j'ai résumé ça avec 2 images. Vous avez là des dizaines, des centaines, parce qu'on ne les voit pas tous, d'individus qui prient le même Dieu et qui en retour donc reçoivent une grande énergie parce que entre eux ils sont d'accord, entre eux ils reçoivent aussi une forme de fraternité. D'ailleurs ils s'appellent frères entre eux. Et là on se retrouve avec 2 individus seuls, isolés, qui n'ont pas du tout cette même structure sociale qui les accompagne et qui cherchent en s'entraînant et en se représentant en train de s'entraîner, c'est le selfie à 2 quoi. Ils cherchent la même sécurité, mais vous voyez bien que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est que 2, quoi. Bon. Alors, voilà, pour moi, là, on part d'un constat, et toute ma conférence, ça va être d'approfondir cette question, d'essayer de montrer que la raison fondamentale du fait que les couples ne durent pas, c'est ce besoin narcissique d'être confirmé par l'autre qui n'est pas satisfait. Et dans un dernier temps, je vais essayer de voir comment on peut faire pour faire durer l'amour sans cette cohésion religieuse qui avant assurait la sécurité narcissique et affective des individus. Voilà, c'est le programme. Alors, j'ai fait une première partie où je veux quand même essayer de bien montrer ce qu'est l'amour religieux pour qu'on comprenne pourquoi l'amour moderne, il fonctionne pas. Alors, l'amour religieux... Ah, pardon, d'abord... Oui, parce que c'était une introduction. Voilà. Moi, la conférence commence maintenant, le nanar d'aimer. Je vais essayer de vous montrer. Nanar d'aimer, ça veut dire pour moi que l'amour doit accepter le fait qu'on est imparfait, doit accepter le fait qu'on est misérable. Et ça peut vous sembler bizarre, là, dit comme ça, un peu étrange, mais je vais essayer de vous montrer ça dans la 3e partie. Alors, commençons par l'amour religieux et par une définition générale de l'amour. Alors c'est un concept très dur à définir parce qu'il y a des tas de manières d'aimer. Souvent quand on dit amour, on pense à l'amour conjugal, mais il y a l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour d'un repas, l'amour d'un objet. On aime sans arrêt. Et en fait, si on veut rassembler tous ces amours, on pourrait dire que l'amour, c'est ce qui a un but, c'est d'accroître la puissance d'exister. Quand j'aime quelque chose, c'est que je veux m'y associer en fait. Je veux m'associer à quelque chose. Si j'aime un aliment, je veux m'y associer parce que le fait de le manger va augmenter ma joie de manger, va augmenter ma puissance d'exister. Et je veux m'associer à quelqu'un, c'est pareil, ça augmente ma joie d'exister, ma puissance d'exister. Je vais vous citer un philosophe. J'aime bien cette citation parce qu'il montre que l'amour peut prendre des formes très très différentes et qui vont vous étonner, je crois. Ce philosophe, c'est Descartes, philosophe du XVIIe siècle, et il dit ceci, dans son traité des passions, il dit « Les passions qu'un ambitieux a pour la gloire, un avaricieux pour l'argent, un ivrogne pour le vin, un brutal pour une femme qu'il veut violer, un homme d'honneur pour son ami ou pour sa maîtresse, et un bon père pour ses enfants, pour différentes qu'elles soient, toutefois, en ce qu'elles participent de l'amour, elles sont semblables. » Enfin, ça nous choque, nous, aujourd'hui, parce que le type, XVIIe siècle, il appelle amour un viol, il appelle amour l'alcoolisme, et il appelle aussi amour une paternité gentille, il appelle aussi amour un avare
qui aiment l'argent. En fait, pourquoi ça nous choque? Parce que nous partons d'un principe qui, à mon avis, est faux, c'est que nous partons du principe que l'amour, c'est bien, c'est moral. C'est pas toujours moral, l'amour. En fait, l'amour, c'est je me sens vivant. Mais je peux me sentir vivant en étant cruel. Je peux me sentir vivant en étant indifférent aux autres. On confond l'amour, en fait, et la compassion. On confond l'amour et certains types d'amour. Et en fait, j'ai pris un exemple d'un repas de famille. Il y a de l'amour là-dedans. C'est un amour qui détruit l'autre. Mais il y a de l'amour. Entre eux d'abord, et puis un amour pour ce qu'ils mangent. Puis vous avez un amour altruiste. Mais je crois que c'est une erreur d'appeler amour seulement l'altruisme. Parce que c'est confondre en fait l'amour et la charité. Donc, il faut vraiment, pour l'instant, avoir une vision ouverte de l'amour. L'amour, c'est un courant vital qui emmène les êtres vivants vers ce qui les rend plus vivants. Et ça, c'est pas forcément moral. Alors, qu'est-ce qui va différencier l'amour en général de l'amour humain? Il va y avoir une différence, c'est que l'amour chez les hommes va prendre une forme très spirituelle, parce que les hommes, ils vont se demander, bon, j'ai des choses que j'aime, j'arrive à les obtenir, mais est-ce que je vais les obtenir tout le temps? Et ce qui va naître chez les hommes, en fait, c'est une angoisse, une grande inquiétude. Parce que ce qui différencie les hommes de la plupart des animaux, c'est une très grande capacité à se souvenir. Ah, c'était bien avant, mais est-ce que ça va être encore bien? Une très grande capacité à anticiper aussi, avec leur intelligence et leur imagination. Ils vont se dire, mais est-ce que ça va toujours durer? Est-ce que les blés vont encore pousser? Est-ce que les enfants dans les ventres des femmes vont encore pousser? Est-ce que la fécondité qui me permet est-ce que la fécondité qui permet aux sociétés de se perpétuer dans le temps et de s'accroître dans le temps, tout ça, est-ce que ça va se perpétuer? Autrement dit, l'amour des hommes est un amour beaucoup plus inquiet que l'amour que peuvent éprouver les animaux. Les animaux aiment, et puis c'est tout. Nous, on aime, et on dit, mais est-ce qu'on va encore aimer? Est-ce qu'on va encore obtenir ce qu'on aime? Est-ce que ça va durer? Et du coup, je crois que la religion vient de là. La religion vient de cette inquiétude, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me garantir que je vais continuer de satisfaire mon amour, que je vais continuer finalement à renforcer ma vie et à sécuriser ma vie et à accroître ma joie. Et c'est cette inquiétude qui fait que la religion constitue une réponse à l'inquiétude. Et cette réponse, elle prend la forme d'une piété. Alors si on veut définir la religion, c'est comme l'amour, c'est très dur, parce qu'il y a plein de religions différentes, et qu'en général, quand on définit une religion, on a tendance à définir la sienne. Et donc, définir la religion en général, c'est dur, mais on peut y arriver. On pourrait dire que la religion, c'est le fait de s'associer avec un esprit supérieur. C'est une alliance entre un homme, la plupart du temps plusieurs, et un esprit supérieur. Mais c'est une alliance qui a un but précis. C'est que cet esprit supérieur, il va me donner, il va me rassurer sur le fait que je vais continuer de vivre, que toutes les prières, tous les cultes, toutes les offrandes sont là pour garantir le renouvellement des récoltes, le renouvellement de la vie, le renouvellement de la fécondité. On n'est pas sûr que les enfants... Aujourd'hui, on a une vision scientifique de la reproduction biologique. On se dit, voilà, c'est la loi, c'est comme ça, il suffit de faire l'amour et puis on a des enfants. Mais dans une mentalité qui n'est pas scientifique et technique, le fait que la vie se renouvelle, le fait que finalement les sociétés humaines continuent d'exister est un mystère. Et si c'est un mystère, ça peut s'arrêter. Et le moyen de mettre fin à cette inquiétude, c'est de rapporter cette durée de la vie, cette croissance de la vie, à une source. Et en fait, c'est ça la piété. Toute religion est d'abord piété, c'est-à-dire la piété, c'est le respect, la gratitude et la crainte aussi, envers une source de vie supérieure, un esprit supérieur qui donne la vie. Et dans toutes les religions, on a ça, qu'elles soient polythéistes, monothéistes, ou que même elles soient sans Dieu, parce que vous avez des religions sans Dieu, mais vous n'avez pas de religion sans référence à une énergie spirituelle qui nourrit l'existence humaine et nourrit aussi tout ce dont l'existence humaine se nourrit. Bon. Donc ça, c'est la piété.
Je vous ai donné différentes images, des images classiques de... Hein, nous, on est en bas, on est inquiet, on est misérable, et on se nourrit du haut qui va nous alimenter. Et alors, ça peut prendre même des formes un petit peu d'heroic fantasy ou un peu plus moderne. La dernière image, elle est presque pas religieuse, parce que c'est l'électricité, c'est la foudre, mais au final, pour moi, ça reste une image de piété, parce qu'on a un individu qui se nourrit d'une énergie qui n'est pas la sienne, et qui vient de quelque chose de plus puissant que lui. On est encore dans un phénomène ici religieux. Alors, donc, si vous voulez, l'amour, c'est ça d'abord. Et l'amour conjugal dans les sociétés traditionnelles religieuses, il est entouré de plein d'autres énergies. Il est lié aux parents, aux ancêtres des ancêtres, et au final, la grande matrice de toutes ces énergies qui vont rassurer, sécuriser un couple conjugal, c'est la religion. Et donc l'amour fondamental dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est pas l'amour conjugal. C'est l'amour, ce que j'ai appelé dans un livre l'amour filial. Et en fait, nous sommes tous les enfants d'une source à laquelle on se rapporte, à laquelle notre esprit se rapporte. Et l'amour conjugal n'est que, si vous voulez, un des maillons de la chaîne. Bon. Et en fait, ça, c'est plus valable aujourd'hui. En fait, vous pouvez individuellement continuer à avoir la foi, vous pouvez individuellement continuer à avoir la piété, mais ce qui est intéressant avec la religion, encore une fois, c'est l'armature sociale. Ça, on l'a plus. Vous aurez beau avoir une religion personnelle, votre voisin n'aura pas de religion, aura une religion différente. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Donc, cette sécurisation par la religion, on l'a plus. Et alors, je vous ai mis... Deux citations pour conclure la première partie. La première citation, c'est celle d'un musulman mystique qui écrit sur l'amour, qui s'appelle Ibn Arabi. Et il dit une chose très belle. Il dit l'existence, c'est une lettre. C'est-à-dire une lettre, ça n'a pas de sens. Une lettre, c'est là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et qui donne le sens de l'existence? C'est Dieu. On pourrait dire ça à une femme ou à un homme qu'on aime. L'existence est une lettre dont tu restes le sens. Et en fait, le traité de l'amour... par exemple, vous allez à une librairie, vous voyez le traité de l'amour, vous vous dites, tiens, il va parler des rapports amoureux entre hommes et femmes. Oui, mais non, c'est un penseur religieux du Moyen-Âge, et on s'aperçoit qu'en fait, l'amour, pour lui, avant tout, c'est l'amour de Dieu. Et on fait un grand saut dans le temps, vous avez un philosophe athée, un philosophe sans religion, qui nous parle du rapport à autrui, et qui nous parle de l'amour. Et il dit quoi sur l'amour? Eh bien, il dit que, en fait, ce qu'on attend de l'amour, c'est que l'autre nous dise que notre existence est justifiée. Si quelqu'un nous dit « je t'aime », on n'est plus là pour rien, on n'est plus là par hasard. Et on veut finalement qu'il nous donne de la valeur. On veut être reconnu par lui et entièrement par lui, être aimé de la tête aux pieds, être aimé dans ce qu'on fait, être aimé physiquement et psychiquement. Et ça nous rassure, ça nous fait du bien, exactement comme... le croyant auprès de Dieu. Bon. Le problème, c'est qu'autrui, c'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a pas la même puissance. Et je crois que c'est du fait qu'on attend encore trop d'autrui, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il peut donner, que vient le problème. Alors, j'en viens à me poser la question, pourquoi les couples modernes ne durent pas? Avant d'aborder la raison que je préfère, il peut y avoir plusieurs causes, il y en a une qui me semble la plus forte, je vais examiner 3 causes. La première, c'est une cause qui me semble tout simplement illusoire, c'est faux, quoi. Il y a une idée qui me semble fausse, c'est que ce serait une programmation biologique. C'est-à-dire qu'on ne serait pas fait pour vivre longtemps ensemble. Les couples, je veux dire. Qui défend cette thèse? Eh bien, précisément, je ne sais pas si ce sont des sciences, mais en tout cas, ce sont des mouvements idéologiques. Là, on appelle ça la sociobiologie. Le mot est un peu passé de mode. C'est la psychologie évolutionniste maintenant. Mais c'est la même chose. Sociobiologie, c'est dans les années 70-80. Les années 90-2000, on appelle ça maintenant psychologie évolutionniste. Mais c'est la même thèse, je vous la dis. L'idée, c'est que tous nos comportements culturels, et donc y compris l'amour, viennent d'anciennes stratégies
biologique de reproduction. Et alors, quel est le rapport, vous allez me dire, entre le fait qu'un couple se sépare au bout de 4 ans, parce que c'est la moyenne des divorces après le mariage, hein, c'est-à-dire que la durée de vie d'un couple après le mariage, la durée de vie de la plupart des couples après le mariage, c'est 4 ans. C'est le pic, si vous voulez. On se sépare peu avant, on se sépare un peu moins après, mais 4 ans, c'est un pic de séparation. Bon. Et vous avez une femme qui a écrit un livre très intéressant, plein de renseignements, mais dont la thèse générale me déplaît beaucoup parce que je pense qu'elle est fausse. Cette femme, c'est Hélène Fischer, qui a écrit dans l'Histoire naturelle de l'amour, c'est un livre mi-récent, 1992. Dans l'Histoire naturelle de l'amour, elle dit que si on se sépare au bout de 4 ans, c'est parce que notre inconscient biologique nous pousse à la variation génétique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait des enfants, bon, je vais prendre le point de vue du mâle, hein, du mâle biologique, une fois que j'ai fait des enfants avec une femme, un ou deux, bon, finalement cette femme c'est toujours le même génome. Donc je vais aller voir une autre femme, une fois que les enfants sont faits, bon, combien il faut de temps pour faire des enfants? Les 4 ans, bon, 4 ans, ok, c'est à peu près ça. Une fois que j'ai fait des enfants, c'est fini, c'est plus intéressant du tout. Je vais voir une autre femme pour, à nouveau, propager mes gènes ailleurs et les faire varier. Parce qu'avoir des gènes variés, ça pour le coup, elle a raison, hein, plus les gènes sont variés et plus le vivant s'adapte mieux. Enfin, mieux le vivant s'adapte, excusez-moi. Et donc, cette théorie de l'amour, de la séparation au bout de 4 ans, pour moi, elle ne tient pas du tout. Elle ne tient pas du tout pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, il y a un amour homosexuel. Ça a toujours posé des problèmes, ça, à la sociobiologie. Qu'est-ce qu'on fait des homosexuels? C'est quoi leur stratégie de reproduction? Pourquoi ils se séparent au bout de 4 ans? Pourquoi ils ne se séparent pas? Enfin, ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut penser à toutes les femmes qui ne font pas des enfants, qui n'ont pas envie de faire des enfants. Je dis les femmes parce que c'est elles, après tout, qui ont la clé, quoi. Bon. Vous avez à peu près 10% de femmes en France, un peu moins de 10% de femmes qui ne font pas d'enfants. Parmi elles, il y en a une minorité qui ne peuvent pas pour des raisons biologiques, qui sont stériles, mais il y en a d'autres qui font un choix de vie. Et le chiffre monte, en Allemagne, monte à 30%. 30%. Si vraiment il y avait un inconscient biologique qui nous poussait à faire des enfants, à se reproduire, je ne pense pas que cet inconscient biologique puisse comme ça aussi varier aussi facilement pour des motifs culturels. Et donc 30% de femmes qui ne font pas d'enfants en Allemagne, ça fait quand même beaucoup. Bon. Et enfin, dernière remarque qui est presque anecdotique, mais qui montre à quel point il y a ça manque de rigueur, tout ça, c'est que on peut s'aimer avant le mariage, c'est-à-dire 4 ans après le mariage, mais il y a des gens qui se marient après 5 ans de vie commune, donc ça ne fait pas 4 ans, ça fait 9. Donc je trouve ça un petit peu étrange de dire oui, 4 ans c'est le temps qu'il faut pour faire des enfants, et puis après les voir ailleurs, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Alors on va passer du coup bon, pourquoi je me suis attardé là-dessus? Tout simplement parce que je voulais faire un sort à cette histoire de sociobiologie. Parce que vous trouverez toujours aujourd'hui dans les médias, dans des articles, vite fait, hein, ou même des livres, des compulsions de remarques qui manquent de rigueur, toujours cette idée que si un homme et une femme tombent amoureux, c'est parce que quelque part, c'est la nature. Non, l'amour humain est un phénomène culturel. Qui est lié à cette inquiétude dont je vous parlais, qui est liée au fait que l'homme a développé une intelligence et une imagination sans commune mesure avec celle des autres animaux. Alors, il y a une deuxième cause qui me plaît davantage, que je trouve pertinente, même si je trouve que ce n'est pas la plus pertinente, c'est que nous serions victimes, nous modernes, d'un excès de romantisme. En fait, la faible durée des couples serait pas due, comme on le croit, au fait qu'on est devenu de plus en plus égoïste, individualiste, etc. La faible durée de vie des couples, ce serait dû au fait qu'au contraire, on a fait de l'amour conjugal quelque chose de tellement idéal, de tellement passionnel, de tellement romantique, que face à la réalité ensuite, ça ne marche pas. Alors ça, c'est une thèse d'un essayiste que je trouve toujours brillant, qui écrit très bien, qui n'est pas un philosophe, mais un essayiste qui a toujours de bonnes idées et qu'il est toujours intéressant de lire, c'est Pascal Bruckner.
Il a écrit plusieurs livres sur l'amour. Là, j'ai tiré une citation dans Le paradoxe amoureux, 2009. La fameuse formule récitée au moment des noces, pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est une belle formule, parce que ça veut dire que même dans le pire, je suis là. C'est plutôt maintenant pour le meilleur, sinon tant pis. Pour le meilleur, sinon tant pis. Je trouve ça amusant. Et je fais une autre citation qui n'apparaît pas ici, qui me semble bien résumer la chose. Nous ne souffrons pas d'avoir le cœur trop sec, mais de l'avoir trop humide, trop enclin à l'effusion. En fait, ce qu'on veut, c'est l'intensité. On veut une intensité dans l'amour. Et ce que dit Bruckner, c'est que cette intensité, elle est incompatible, en fait, avec le mariage moderne, qui est fait de durée et de présence. En fait, le mariage libre fait que vous restez avec la personne que vous voulez, et vous restez tout le temps avec cette personne. Et à l'arrivée, l'intensité, elle diminue, elle disparaît. Alors, le choix est simple. Soit vous choisissez l'intensité et vous sacrifiez le couple, soit vous choisissez le couple et vous sacrifiez l'intensité. Et ça, alors ça peut être, vous pouvez trouver ça un peu désespérant, un peu pantouflard comme idée, mais je crois que c'est la vérité. Alors on va préciser ça en montrant qu'il y a 3 contradictions dans le romantisme. Le romantisme amoureux détruit les couples parce que, en fait, il veut l'absence, il veut des paradoxes, il veut des choses incompatibles. Il veut l'absence dans la présence. Là, on a une représentation de Psyché et Cupidon qui sont amoureux, et on voit bien que là, Cupidon va partir. Il va partir. Et c'est parce qu'il va partir que c'est si bien d'être amoureuse de Cupidon. Pareil, alors qu'est-ce que c'est une absence très forte? C'est une mort. Alors là, si vous voulez, le romantisme est très à l'aise dans la mort. Roméo et Juliette, la deuxième illustration c'est Roméo et Juliette, le tombeau de Juliette et puis Roméo. Quand la personne est morte, et forcément elle est aimable parce qu'elle n'est plus là, sa présence matérielle, le fait qu'on en a marre d'elle, le fait que finalement elle n'est pas si extraordinaire que ça, tout ça a disparu puisque elle n'est pas là, et donc on fantasme une personne idéale. Donc on veut de l'absence. Alors c'est très bien, ça marche quand l'amant ou l'amante est effectivement absent, mais dans un mariage libre durable, il est là. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, les grands écrivains l'ont tous noté. Nous avons une passion amoureuse, mais la passion amoureuse, ça n'est pas tout l'amour. À la fin de la conférence, l'idée qu'à la fin je défends, c'est quand même qu'à un moment donné, l'amour cesse d'être une passion au sens où on l'entend, au sens romantique. Les grands écrivains, Cervantes, Rousseau, Stendhal, Proust, ils ont tous remarqué que la passion amoureuse est là quand les êtres sont fuyants. Quand un être vous dit « je t'aime pas », vous l'aimez encore plus. Quand un être dit « je pars une semaine en voyage », alors là on l'adore. Et ça c'est l'idéal romantique poussé à bout, c'est la personne qu'on aime et qui meurt. Vous avez des grandes figures là, vous avez par exemple Pétrarque qui fait des poèmes sur une jeune fille qui s'appelle Laure, et il l'aime dans ses poèmes, elle est morte. Vous avez Dante qui tombe amoureux de Béatrice et qui est obsédé par Béatrice, elle est morte. Vous avez Novalis, un grand romantique aussi, qui tombe amoureux de Sophie et qui fait des poèmes sur Sophie, elle est morte. Le romantisme, ça finit toujours mal parce que justement, on a besoin de l'absence pour aimer. Deuxième contradiction, l'imprévu dans la routine. On veut de l'imprévu dans la routine et on en veut beaucoup. Je ne dis pas que c'est pas possible de faire de temps en temps des surprises. C'est possible de faire des surprises dans un couple qui dure, mais vouloir tout le temps être surpris, ça, non, c'est pas possible. On veut quelqu'un qui est toujours là, mais qui est super mystérieux. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. On veut Clark Kent et on veut Superman. Non, on peut pas avoir les deux. Et alors j'ai une petite citation à vous dire, extraite d'un ouvrage de Rivarol. Rivarol, c'est un moraliste qui fait des aphorismes, qui est du XVIIIe siècle. Et j'aime bien le petit dialogue qu'il invente. C'est le mari qui se plaint. Il se plaint de sa femme parce qu'il la voit en train de bâiller. Il fait « Et quoi, vous bâillez ?» dit le mari. « Vous vous ennuyez avec moi ?»
Et la femme dit, ce n'est pas cela, mais comme vous et moi, on ne fait qu'un, je m'ennuie quand je suis seule. Bon, voilà. Là, en quelques mots, il a tout dit. On ne fait plus qu'un, bah oui, bah donc l'imprévu, c'est moins évident. Alors, il y a un résidu. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un résidu de routine. Un résidu de routine qu'il faut accepter. Et donc, il faut modérer son romantisme si on veut durer. Sinon, on est déçu. On va voir ailleurs et ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau. Et puis, ça recommence. Alors, bon, tourner manège, quoi. Bon. Troisième contradiction, et la dernière, c'est qu'on veut l'obstacle et la transgression dans l'union libre. Et ça ne peut pas marcher non plus. Ça aussi, c'est très romantique. Je vous ai mis 2 illustrations. Tristan et Iseux, c'est l'adultère. Hein. Iseux, elle est mariée au roi. Tristan, il désire Iseux, il tombe amoureux. Et il y a une épée entre eux. C'est la fidélité de Tristan au roi Arthur. Et du coup, leur amour est encore plus intensifié. Parce qu'il est impossible. Ou s'il est possible, il est transgressif. Et là, alors là, l'adultère, en effet, c'est la passion. Mais comment on peut tromper sa femme avec sa femme? Comment on peut tromper sa femme avec sa femme? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, forcément, ce côté transgressif dans l'union libre ne marche pas. La deuxième illustration, c'est Devdas. Alors, Devdas, c'est le nom d'un jeune homme. C'est une légende tirée d'un roman indien qui est très célèbre en Inde et dont on a tiré aussi un film, Bollywood. C'est un jeune homme issu d'une famille aisée et il tombe amoureux. Alors, c'est le truc classique, il tombe amoureux évidemment d'une fille pauvre et la famille ne veut pas. Bon. Alors là, c'est le drame, c'est la tragédie, c'est des pleurs, à la fin il meurt de chagrin. Et évidemment, là, l'amour est maximal, parce qu'il est impossible. On retrouve ça tout le temps. Roméo et Juliette, c'est ça, les familles se détestent, ils s'aiment. Titanic, c'est ça, le type il est pauvre, la femme elle est riche, c'est l'inverse de Devdas. Et à chaque fois, donc, ça met du piment, ça met de la passion, mais évidemment que dans l'amour libre, vous n'avez plus rien à transgresser, puisque vous êtes libre. Libre de vous associer, libre de rompre. Donc, à l'arrivée, le frisson, on repassera. Bon. Alors, si l'heure avance. On va passer tout de suite à la transition vers la troisième cause. En fait, je pense que toutes ces raisons sont bonnes, toutes ces contradictions sont valables, mais qu'il y a peut-être une raison encore plus profonde que le romantisme. Parce que je pense qu'à notre époque, on n'est pas si romantique qu'on le prétend. Parce que pour moi, d'après moi, le romantisme, il fait partie d'une panoplie, au même titre que le libertinage, au même titre que les séparations cool, au même titre que plein d'autres attitudes amoureuses. Parce que, en fait, ce qui fait le moteur à notre époque de nos relations amoureuses, c'est plutôt ce que j'appelle le capital séduction. Et le romantisme, c'est plus une image qu'on véhicule comme ça, qu'on consomme, comme on consommerait une carte postale avec un soleil couchant et 2 individus qui courent sur la plage. Aujourd'hui, on se marie aussi pour des raisons qui sont pas forcément, qui sont ni religieuses ni romantiques. On fait la fête, on fait un film, on montre ça aux amis, et finalement le mariage devient une gigantesque fête narcissique. Et je crois que ça tient plutôt du narcissisme, le problème. Et narcissisme, je reviens à au début de la conférence, narcissisme qui était, si vous voulez, soulagé par la religion et qui n'est plus aujourd'hui soulagé par la religion. Donc, l'idée ici, c'est que notre narcissisme est déchaîné. Déchaîné en 2 sens. Déchaîné parce qu'en fait, il n'a plus d'attache. Qu'est-ce que fait la religion? Qu'est-ce que fait le nationalisme? Qu'est-ce que fait le communautarisme? Il donne des racines au narcissisme. En fait, il me donne une identité qui me valorise. Et donc, un narcissisme déchaîné, c'est d'abord un narcissisme nomade, qui c'est plutôt sans abri, qui ne trouve pas où se nicher. Évidemment, il va essayer de pondre ses œufs dans l'amour conjugal. Bon. Et déchaîné veut dire aussi intense, excessif, sans mesure, déraisonnable.
Et c'est pas une condamnation morale hein, de ma part, parce que nous en sommes tous victimes à titre de moderne. Je crois qu'on est tous déracinés narcissiquement, et que du coup, ça augmente notre inquiétude. Et que notre demande d'amour est devenue permanente. Je veux dire, quelqu'un qui se sent enserré dans des structures fortes, sociales fortes, on n'a pas l'impression qu'il demande de l'amour, tout simplement parce qu'il est rassuré. Ça y est, il est rassuré. Évidemment, c'est faux, hein, parce que si on voulait enlever ça, vous verrez qu'il est misérable comme tous. Il est en misère d'amour. Mais il donne l'apparence de quelqu'un sûr de lui parce qu'il a une identité avec une structure sociale forte. Alors, attardons-nous un petit peu sur ce que c'est que cette histoire de narcissisme. En fait, c'est une question toute simple, c'est est-ce que je suis désirable? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que quelqu'un peut me donner de la valeur? Bon. Et évidemment, si on exclut la religion, qui est une réponse à ce désir, à cette inquiétude, mais il reste quoi? Il reste le regard des autres, et de n'importe quels autres. C'est-à-dire qu'on va chercher une confirmation de son être chez les autres, et on va être tous dans la séduction. Et le capital séduction, c'est l'idée que je deviens une micro-entreprise de séduction qui veut capitaliser un maximum, un peu comme sur Facebook, les clics, ou les followers sur Twitter. Je veux capitaliser un maximum de signes que je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, pas au sens moral, hein, quelqu'un qui a de la valeur. Bon. Et évidemment, on est tous en compétition, il y a une concurrence. Il y a un écrivain qui, à mon avis, est un des meilleurs écrivains contemporains du désir, c'est Michel Houellebecq. Et dans ces il a fait 2 chefs-d'œuvre, en tout cas au moins 2 chefs-d'œuvre, Extension du domaine de la lutte, qui est son premier roman, et Les particules élémentaires, son deuxième roman. Et dans l'extension du domaine de la lutte, c'est quoi le titre? En fait, il nous dit la concurrence libérale économique qui s'est développée à partir de la modernité capitaliste, maintenant, elle s'applique au désir amoureux. C'est-à-dire qu'on est tous en recherche de séduction. Et en fait, il y a une alliance objective d'ailleurs entre le marché capitaliste des biens matériels et le capital séduction. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour être aimé par les autres? On va justement essayer d'accumuler des signes matériels qui ont de la valeur. Et c'est pour ça que les objets nous intéressent autant. Parce qu'au-delà de leur valeur d'usage, ils ont une valeur symbolique. Et au-delà de leur valeur d'usage, ce sont des signes amoureux qu'on envoie. En fait, quand on n'est pas si matérialiste qu'on croit, parce que quand on achète un objet, on veut séduire les autres en leur disant « Hé, je suis une conscience, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un qu'il faut aimer. » Et donc, si vous voulez, c'est quand même une démarche un peu spirituelle aussi. C'est pas qu'une démarche je vais consommer de la matière. En fait, je m'adresse à un autre esprit et je veux le convaincre que je suis quelqu'un de bien. Et évidemment, il y a un problème avec le conjoint, c'est que le conjoint, je peux de manière romantique essayer de faire en sorte que lui seul me suffise. Mais il y a un problème, c'est que ça n'est pas vrai. C'est toute la société qui me manque. En fait, c'est la cohésion religieuse d'une société qui me manque. De sorte que je vais toujours être dans un esprit comparatif, je vais comparer mon conjoint aux autres. Et au même moment où j'embrasse mon conjoint, je vais avoir le regard oblique vers les autres, pour qu'ils me voient l'embrasser, pour que je me sente valorisé d'avoir ce conjoint, ou même parce que tout simplement ce conjoint ne me suffit pas et que je veux séduire les autres au moment même où je veux séduire mon conjoint. Et j'ai repéré un passage qui est très intéressant d'un écrivain du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est quand même avant le capital séduction, même si ça commence. Hein. Ça commence et on voit ça se développer au XIXe siècle. Vous avez des romanciers qui ont repéré ça très bien. Ça commence avec Diderot, le neveu de Rameau, ça continue avec Balzac. Et là, à la fin du XVIIIe siècle, vous avez un écrivain, un Savoyard, qui s'appelle Xavier de Maistre. Il dit quelque chose d'intéressant sur le bal. Il dit « Je n'ajouterai qu'un seul conseil pour vous, messieurs ». Il s'adresse aux messieurs dont les femmes vont au bal. Enfin, ils vont au bal avec elles, mais il va se passer quelque chose quand les femmes vont au bal. C'est de vous mettre bien dans l'esprit qu'un jour de bal, votre maîtresse n'est plus à vous.
Oui, parce qu'elle est au capital séduction. Mais circonscrit au bal. Hein. Bon. Au moment où la parure commence, l'amant n'est plus qu'un mari et le bal seul devient l'amant. C'est le bal qui est l'amant. C'est la circulation des désirs. Hein. Et ne vous faites pas d'illusions, messieurs. Si l'on vous voit avec plaisir au bal, ce n'est point en votre qualité d'amant, car vous êtes un mari, c'est parce que vous faites partie du bal et que vous êtes par conséquent une fraction de sa nouvelle conquête. Vous êtes une décimale d'amant. Une décimale d'amant, ou bien peut-être c'est parce que vous dansez bien. Enfin, ce qu'il peut y avoir de plus flatteur pour vous dans l'accueil qu'elle vous fait, c'est qu'elle espère qu'en déclarant pour son amant un homme de mérite comme vous, elle excitera la jalousie de ses compagnes. La jalousie, l'envie, c'est aussi du capital séduction. Et en fait, ce qu'il dit du bal, ça me frappe, je pense qu'on pourrait le dire de tout aujourd'hui. C'est-à-dire que notre monde est devenu un gigantesque bal, où hommes et femmes, narcissiquement, se surveillent et se regardent et tentent de se séduire. Et il faut partir là d'une misère fondamentale dans laquelle nous sommes tous, qui est le besoin d'être rassurés narcissiquement sur notre valeur. Alors, à la limite, bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'on peut construire un couple durable. C'est comme ça qu'on peut certes butiner, mais pas construire un couple durable. Alors, j'ai 3 objections à faire à ce fonctionnement du capital séduction. La première, c'est que c'est très fatigant. C'est épuisant. Il faut tout le temps séduire, il faut tout le temps. On n'est jamais content. Et puis on n'est jamais content. Et puis on est très content aussi. C'est la deuxième objection, c'est que c'est maniaco-dépressif. Quand ça tout va bien, quand on va de succès en succès, on est le roi du monde. Ça y est, on est Dieu. Et puis quand ça faiblit un petit peu, ça y est, on n'est plus rien. Enfin, on n'est ni Dieu ni rien. On est un homme avec ses limites. Donc, il y a un côté ici maniaco-dépressif qui fait qu'on n'est pas équilibré. Et puis, il y a certains qui n'arrivent pas à avoir le minimum. Hein, ça, c'est Houellebecq qui a très bien montré ça. C'est que dans des sociétés traditionnelles, tout le monde trouve chaussure à son pied. Parce que voilà, les mariages sont organisés pas collectivement. Il n'y a pas, si vous voulez, d'accumulation de certains et d'appauvrissement d'autres. Il y a au niveau amoureux, j'entends. Hein. Donc, il y a aussi dans cette lutte de tous contre tous pour accumuler du capital séduction, il y a des perdants, il y a des grands gagnants et des grands perdants, et donc il y a des inégalités amoureuses modernes qui n'existaient pas à d'autres époques. Et la troisième objection, c'est que c'est peu durable. C'est peu durable, et on pourrait dire, et alors? Vous avez un sociologue qui s'appelle Serge Chaumier, qui a écrit un livre qui s'appelle La déliaison amoureuse en 1999, et qui défend plutôt le polyamour, le libertinage. C'est-à-dire que finalement, il prend acte du fait qu'on est des êtres libres, que finalement le couple ne peut pas durer, sinon pour des raisons religieuses ou romantiques qui ne fonctionnent plus. Et à l'arrivée, il dit, la durée, pourquoi la durée? Une relation qui dure une semaine peut être aussi belle, aussi même plus intense, on l'a vu, peut être plus intense, et c'est pas parce qu'on a plusieurs relations qui durent chacune 1 an ou 2 qu'on est plus malheureux que si on a une seule relation qui dure 15 ou 30 ans. C'est pas complètement faux ce qu'il dit, mais il y a un gros problème, c'est que la durée, elle apporte quelque chose d'unique. C'est qu'elle permet de donner à l'autre un caractère. Elle permet de développer une poésie que vous ne pouvez pas développer sans la durée. Et aussi, il y a un phénomène qui s'appelle le vieillissement, et je crois qu'il y a quelque chose de très beau dans le fait d'être avec un homme vieux ou une femme vieille dont on se souvient la jeunesse. La jeunesse ou la maturité. Je pourrais résumer ça en disant Marcel Proust contre Serge Chaumier. Ça n'est pas une phrase de Proust, mais c'est une phrase de moi en train de lire Proust. J'étais tellement content de lire Proust, et il a dit j'ai voulu... Enfin, il dit quelque chose qui est similaire à ça, mais c'est trop long, un peu trop anecdotique. Donc j'ai résumé ce qu'il dit en disant ceci: à chaque nouvelle rupture, hein, et à mesure que le temps passe, l'on se prive un peu plus de la jeunesse, de la beauté, de la complicité, de la douce mélancolie que les souvenirs ajoutent au présent de la vieillesse. Et il y a tout là, il y a jeunesse, beauté,
complicité, douce mélancolie. Bon, ça, on le perd. Je trouve, à l'inverse de Serge Chaumier, je trouve que c'est une perte trop dure. Le prix est trop cher payé. Pour ne pas essayer de durer. Je ne dis pas que durer est facile. Je ne dis pas que durer, il y a des recettes imparables pour durer. Je dis simplement que ne même pas essayer de durer, perdre ça, moi, après l'amour, hein, c'est une affaire de chacun intime. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas prêt à accepter aussi facilement de perdre un truc aussi précieux. Voilà. Alors, essayons de voir, donc, maintenant, puisqu'on est arrivé au bout du pourquoi les couples modernes ne durent pas, essayons de développer un nanar d'aimer, hein, essayons de mourir ensemble, bon, avec les souvenirs hein, que ça implique. Alors, pourquoi nanar? Parce qu'il me semble, pour moi, il y a deux principes qui vont me permettre de lutter contre le capital séduction, de lutter contre le fait que les couples se séparent. Le premier principe, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire l'humilité, l'idée qu'on est imparfait, l'idée qu'il faut accepter sa misère. Et là, le dispositif, vous le devinez peut-être, c'est contre le narcissisme. Et il y a un deuxième principe, nanar, c'est un film raté, hein, normalement. Bon. Donc l'humilité, c'est qu'il y a des ratages, on est raté, l'autre est raté. En fait, un amour qui réussit, c'est deux ratés qui restent ensemble. Et oui, sinon ils ne restent pas ensemble s'ils ne savent pas qu'ils sont des ratés. Hein, bon. Et ils disent comment tu es un raté, mais c'est fou, et ils s'en vont. Hein, bon. Et il faut partir du principe qu'on est des ratés, qu'on n'est pas terrible, quoi. On n'est pas exceptionnel, ni toi ni moi. Si on part de ce principe d'humilité, je crois qu'on n'a pas toutes les chances de durer, mais on a plus de chances de durer. Et puis le deuxième principe, c'est l'art, un nanar, art. C'est-à-dire c'est un principe d'artifice, c'est l'idée qui existe, mais qui n'est pas très répandue, je trouve, l'idée que l'amour, c'est pas un sentiment qui nous tombe du ciel, que c'est un sentiment qui est le produit aussi d'une œuvre, d'un travail, d'une construction, et qu'il y a beaucoup d'artifices dans l'amour. On veut que l'amour... Alors là, c'est vraiment un dispositif contre le romantisme et le coup de foudre. Il y a quelque chose qui me gêne dans le coup de foudre, c'est que la foudre, c'est pas nous, quoi. Alors, il y a des gens qui attendent comme ça. Ils peuvent attendre longtemps, hein, rencontrer la bonne personne, c'est-à-dire le coup de foudre. Hein. Et puis ça marche pas, et il reste comme ça. Je pense que l'amour, une grande partie de l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, il vient de nous, de notre imagination. Hein. Il y a un grand écrivain là-dessus qui va nous éclairer, c'est Proust, parce que Proust, il montre bien que on projette aussi un cinéma sur l'autre. Et c'est pas un mensonge, parce que l'amour c'est un sentiment, donc ça devient vrai. Alors on va voir ça. On va commencer par le principe d'humilité. Le principe d'humilité, on commence par dire « je suis misérable et je le resterai ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'autre mette fin à ma misère existentielle, parce que ça ne sera jamais le cas. Donc il faut accepter ça. L'autre, il n'est pas là pour que je me sente immortel, il n'est pas là pour que je me sente parfait, il n'est pas là pour me faire des louanges à tour de bras. Et il ne faut pas non plus que je pense que l'autre est parfait. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai intérêt à penser que l'autre est parfait ou qu'il doit être parfait? Parce que si un être parfait m'aime, je ne suis pas misérable. Donc si vous voulez, la demande de perfection, elle vient du fait qu'on n'accepte pas soi-même d'être fragile, d'être un être finalement de peu. Et ça vient évidemment du narcissisme. À ce moment-là, je pense que paradoxalement, si on est humble, on aura moins honte de soi, parce que la honte de soi vient du fait qu'on veut à tout prix être parfait, qu'on veut à tout prix... On aura moins honte de soi et on aura moins honte de l'autre. Pourquoi j'ai honte de l'autre? Pourquoi j'ai... Premier repas en famille ou premier repas avec des amis, je surveille l'autre comme le lait sur le feu. Est-ce qu'il va donner une bonne image de moi, etc. Et évidemment, si on est dans cette exigence narcissique, dès que l'autre ne va plus me fournir suffisamment de nourriture narcissique, je vais le quitter pour quelqu'un qui va, je crois, enfin me rassurer. Et comme aucun être humain n'est capable à cet égard de me rassurer, on continue la grande chaîne des séparations, et ainsi de suite. Donc on part d'une humilité qui va rendre possible l'intimité du couple. Ce que j'appelle l'intimité du couple, c'est le fait,
L'humilité, c'est je sais que je suis misérable, mais il y a un pas de plus à faire, c'est de le dire à l'autre. Pas comme ça, genre coming out, chérie, installe-toi dans le salon, je suis misérable, tu es misérable, passe-moi le fouet, schla. Bon. Non, c'est pas d'autoflagellation collective, c'est petit à petit, lentement, ça se fait pas d'un seul coup en 1 heure dans le salon, petit à petit, lentement, montrer ses failles, ne pas avoir peur de les montrer, ne pas vouloir donner à l'autre ce que parfois il exige, c'est-à-dire une forme de perfection lisse, montrer qu'on a des aspérités, montrer qu'on a des peurs, etc. Attention, parce que ça, c'est la phase, et c'est pour ça que parfois je dis que là, il y a un livre de BD qui s'appelle L'amour dure 4 ans, moi je dis plutôt le contraire, l'amour commence après 4 ans. On ne peut pas rentrer dans cette phase au tout début. Parce qu'au tout début, on est tellement fragile, on a tellement peur, qu'au tout début, il faut rester narcissique, il faut rester dans la séduction. C'est trop dur, ça fait trop peur, ça n'est pas acceptable d'arriver comme ça avec ses fragilités et de les montrer. Il faut d'abord rentrer dans une complicité, dans une habitude de vie ensemble, pour petit à petit délivrer sa fragilité à l'autre. Et s'il n'en veut pas, c'est qu'il n'a pas, lui, appliqué ce principe d'humilité. Et à ce moment-là, ou il faut le convertir à ce principe, ou alors il faut trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose de durable, parce que manifestement, la personne, elle est encore dans le capital séduction. J'ai une phrase là qui résume bien la chose, et qui doit nous rappeler le tout début de la conférence. C'est peut-être ça que Pavese n'a pas réussi à avoir avec Candice, l'actrice. Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Parce qu'il y a un gros danger. Quand vous avancez comme ça, désarmé, souvent l'autre peut en profiter aussi pour prendre le pouvoir dans le couple. Et au début, il prend le pouvoir, ça lui plaît, après ça l'ennuie, après il vous quitte parce qu'il vous méprise. Et évidemment, l'amour, c'est pas ça. Dans l'amour, il y a une compréhension de l'autre, qui fait qu'on accepte son imperfection, on accepte sa faiblesse sans aller en appui là où ça fait mal, quoi. Passons maintenant à la dernière étape de ce principe d'humilité. Humilité, je reconnais que je suis imparfait. Intimité, on se dévoile cette imperfection réciproquement. Et normalement, après ce dévoilement, si tout se passe bien, ça produit de la tendresse. Alors la tendresse, c'est le ciment. Il y a plein d'autres aspects dans l'amour. Il y a l'estime. Vous pouvez estimer quelqu'un pour ses qualités physiques ou morales. Il y a la séduction, le désir sexuel, qui sont une partie de l'amour, mais ce n'est pas sur ça que vous allez cimenter un couple. Vous allez cimenter un couple sur la tendresse, c'est-à-dire la compassion. La compassion qui est une compréhension. Et cette compassion, c'est le fait de vraiment comprendre que l'autre, il n'est pas là pour vous rassurer en permanence, que lui aussi a ses failles, et c'est les comprendre et les partager. Alors pour pas que ça fasse trop non plus presque prêche chrétien, mais sans christianisme, il faut aussi mettre dans cette compassion une forme qu'on ne pense pas à associer à la compassion, c'est l'humour. En fait, se moquer de soi, c'est une forme d'humilité. Et se moquer... Là, on voit qu'on est rentré dans le phénomène compassionnel, c'est quand vous vous moquez de l'autre et qu'il arrête de le prendre mal. Parce qu'il a compris que vous acceptez sa faiblesse. Pourquoi quand on rit de quelqu'un, il se vexe? Parce qu'en fait, il croit que vous moquez de sa faiblesse. S'il a bien compris que sa faiblesse vous touche ou qu'elle ne vous dérange pas, il acceptera avec vous de rire de lui. C'est-à-dire que l'autodérision, elle doit commencer par soi, c'est l'humilité. Mais un bon signe qu'un couple est en train de se cimenter, c'est quand la dérision peut être réciproque. Et qu'en fait, l'autodérision, c'est plus une autodérision de soi, mais une autodérision du couple. À deux, quoi. Bon, j'ai pris un exemple d'humour. Bon, faut pas les croire, hein. Il faut pas les croire. Bon, c'est là l'image pour moi du couple qui a réussi, quoi. Ils rigolent ensemble, ils se moquent d'eux, ils sont vieux, ça veut dire que bon, ils ont duré. Bon, si ça se trouve, ils se sont rencontrés la semaine dernière sur Mythique, mais ça m'étonnerait quand même. Bon.
Donc, voilà pour le principe d'humilité. Alors, là, j'ai une décision à prendre parce qu'il y a un développement qui est pas facultatif, mais qui est pas si... Il est 20h06. Non, alors, j'ai pas le temps. Je voulais vous montrer, je vous résume, alors vraiment, je voulais simplement donner un exemple qui fait que la tendresse permet au couple de durer. C'est un exemple polémique, je sais, mais c'est l'idée que la tendresse nous permet de mieux accepter l'infidélité sexuelle ponctuelle de l'autre. Je crois qu'il y a des couples qui se séparent pour des infidélités sexuelles ponctuelles et qui gâchent quelque chose. Enfin, je trouve que c'est un gâchis énorme, surtout en plus quand ils ont des enfants. L'infidélité sexuelle, c'est pas bien, mais de là à briser une histoire de 20 ans pour une infidélité sexuelle, je pense que la tendresse ici et l'acceptation de la faiblesse de l'autre pourraient aider à pardonner. Ça veut pas dire que c'est rien. Ça veut dire qu'on surmonte ça comme, pas une assiette cassée, mais bon, voilà. Mais je peux pas développer cet exemple, donc je passe. Je voulais vous dire que la jalousie c'est un sentiment normal, mais que la jalousie passionnelle c'est pas bien. Je voulais vous parler du rôle de la contrainte, bon, après de Michel Foucault, mais tant pis. Alors, je passe tout de suite au deuxième principe. C'est le principe de l'artifice qui dit que l'amour est notre œuvre d'art. Et je vais, bon là aussi je saute un petit peu tout ça je ne vais pas vous en parler, je vais tout de suite passer à mon Roquefort. Alors j'ai voulu placer un Roquefort dans une conférence sur l'amour pour une raison purement anecdotique qui m'appartient, c'est que en fait j'ai visité les caves de Roquefort, alors que j'aimais pas le Roquefort. Je n'aimais pas ça, mais j'ai fait mon touriste sage, j'étais à Roquefort, je suis allé au Cap de Roquefort. Bon. Et je suis ressorti de là en aimant Roquefort. Pourquoi? Les types, ils m'ont montré ça, ils m'ont raconté des choses, ils m'ont fait un récit, ils m'ont fait du cinéma Roquefort, mais d'une puissance telle, ils m'ont lobotomisé. Ils ont transformé mon goût. Le goût, pourtant, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que le goût, c'est quelque chose qu'on subit. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'après, évidemment, vous allez deviner, je vais dire que l'amour est un sentiment qui lui aussi peut être actif. Et en fait, ces gens-là, ils ont inventé mon goût, quoi. Ils l'ont produit comme un producteur ou un metteur en scène. Et à l'arrivée, quelque chose que je croyais finalement biologique, je suis né comme ça, voilà, je suis né, j'aime pas le Roquefort. Bon. Et en fait, non. C'était quelque chose qui relevait de ma spiritualité même. J'avais associé peut-être au Roquefort une odeur déplaisante, alors qu'elle n'était pas aussi déplaisante. J'ai peut-être associé au Roquefort quelque chose de... Voilà, les champignons, etc. Dans mon enfance, je ne sais pas. Mais ils ont réussi à renverser la vapeur. Et du coup, maintenant, depuis, je mange du Roquefort, du bleu, plein de choses. Et je ne veux pas du tout faire ici l'apologie des mariages forcés, loin de moi cette idée. Mais ce que disent les hindous quand on les marie de force ressemble un peu à mon histoire de Roquefort. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils s'aiment. Et que disent la plupart, parfois ça se passe mal parce qu'évidemment, il y a des écartages qui sont difficiles à digérer, etc. Mais disons que à l'arrivée, ils disent, à l'arrivée, on s'aime. Pour moi, c'est une grande leçon parce que ça veut dire que, pour notre narcissisme, c'est un peu vexant, ça veut dire qu'en fait, qu'on est tous remplaçables. On est interchangeables. Ce qui est irremplaçable, c'est l'histoire. Si vous perdez quelqu'un que vous avez aimé pendant 30 ans, vous perdez quelqu'un d'irremplaçable. Si vous perdez quelqu'un au bout d'une semaine, vous pouvez le remplacer sans problème. L'amour, ça tient à un déménagement, quoi. J'ai déménagé à Montpellier, je me suis marié. J'avais pas déménagé à Montpellier, ce serait quelqu'un d'autre. Alors le coup c'est toi l'unique, toi la seule, c'est du flan. C'est du flan parce qu'on est tous des êtres humains. Et donc, on est tous vachement aimables. On peut être aimé assez facilement. La question, c'est est-ce qu'on fait le travail de faire durer ça, de donner à l'autre de l'importance. Et c'est ce que, c'est pas bien, mais c'est ce que les gens qui sont mariés de force sont forcés de faire. Ils sont forcés de faire leur cinéma. Nous qui avons la chance de nous choisir, nous ne sommes pas dispensés de ça. Nous ne sommes pas dispensés de ça parce que nous nous séparons et parce que nous sommes libres de nous séparer. Donc c'est plus facile pour nous de se séparer. C'est plus facile de s'associer comme on veut, mais c'est plus facile aussi de se séparer. On pourrait croire que les amours modernes vont durer plus parce qu'on choisit. Ben non, puisque on choisit,
Mais on oublie que le sentiment, c'est pas que on est là, c'est toi, et puis après on ne travaille plus. On se dit, le sentiment, il est venu, je ne sais pas pourquoi, il est reparti, je ne sais pas pourquoi. Et vous avez comme ça des gens qui disent, je t'aime plus. Et qui, non pas pour pas blesser la personne, mais qui sont incapables d'expliquer en fait pourquoi. Donc le sentiment vient, il repart. Alors, donc j'ai deux idées ici dans cette image. J'ai l'idée qu'on est remplaçable, et j'ai l'idée aussi que le sentiment d'amour advient et dure si on construit un récit. Et bien ça, figurez-vous, ce n'est pas une idée majoritaire. C'est une idée même qui est minoritaire en philosophie et en sociologie. Je vous ai mis plein de citations de gens qui disent exactement le contraire. Des citations qui sont des tue-l'amour, parce que si vous commencez à être persuadé que l'amour, ça ne se commande pas, vous n'allez jamais travailler pour qu'il dure. Et vous n'avez jamais facilité sa durée. Le premier, c'est chronologique. Je suis parti du XVIIIe siècle, c'est Kant. L'amour est une affaire de sensation, non de vouloir. Et je ne peux aimer parce que je le veux, encore moins parce que je le dois. Non, l'amour, ce n'est pas une affaire de volonté. Si, c'est en partie une affaire de volonté. Deuxième citation, Denis de Rougemont, un grand sociologue, passionnant, L'amour et l'Occident, un livre passionnant. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve être amoureux n'est pas nécessairement aimer. Être amoureux est un état, aimer un acte. Donc il dissocie le sentiment et les actes. Et il dit quoi? On subit un état. Je ne suis pas d'accord. On ne subit pas un sentiment. Un sentiment, on le produit aussi, on le travaille. En partie, il n'y a pas totalement, mais on le produit. On subit un état, mais on décide un acte. En gros, il nous dit quoi? Par exemple, si vous vous mariez avec quelqu'un et que vous promettez, vous vous mariez chrétiennement avec quelqu'un, vous promettez pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que vous pouvez très bien cesser de l'aimer sentimentalement, mais comme vous avez fait la promesse de partager sa vie, vous produisez des actes qui signifient l'amour sans le ressentir. Bon, je crois que c'est une séparation entre l'acte et le sentiment qui est pas valable, parce que faire des actes amoureux, ça devrait normalement modifier le sentiment. Et alors, on n'a peut-être pas le temps que je lise la suite. Je continue avec Alberoni. Alberoni, c'est un sociologue qui écrit le choc amoureux en 79. Il dit: on expérimente très tôt qu'il est plus facile de tolérer une trahison de la part de son amoureux que de son ami. Nous restons liés à l'être aimé, même s'il n'est pas comme nous le voudrions. Nous aimons malgré nous, alors que l'amitié est dépendante... je vous ai mis que la fin, excusez-moi. Nous aimons malgré nous, alors que l'amitié est dépendante de notre volonté, c'est un choix. Il fait une distinction là aussi qui me semble un peu arbitraire entre l'amitié et l'amour. Il dit l'amitié, ça se décide pas. L'amour, ça se décide pas, l'amitié, ça se décide. Non. L'amour aussi, ça se décide, ça se travaille. Et on continue. Comte Sponville, petit traité des grandes vertus. Qui choisit d'aimer? Que peut la volonté sur un sentiment? L'amour ne se commande pas. En avant. Pas la générosité, si. Il suffit de vouloir. L'amour ne dépend pas de nous. C'est le plus grand mystère. Bon, c'est le plus grand mystère. Par quoi il échappe aux vertus? Par quoi il est une grâce? C'est la seule. Bon. Serge Chaumier, maintenant. Serge Chaumier, sur qui on a déjà tapé, La déliaison amoureuse, 1999. L'amour sincère, tant qu'il est manifeste et spontané, n'a pas lieu d'être volontaire. Et alors il dit une chose à la fin qui est terrible, terrible pour faire durer, pour faire rompre un couple, il n'y a pas mieux. C'est donc trahir l'amour que de se forcer à être fidèle. Bon, on est en plein là, alors là pour le coup avec Serge Chaumier, on est en plein dans un individualisme, genre je me force jamais à faire quoi que ce soit. Mais ça c'est la mentalité d'un enfant de 10 ans. Si je me force jamais à faire quoi que ce soit, je vais très vite me séparer de la personne qui m'a un peu blessé, qui m'a un peu vexé, que je ne désire plus depuis 15 jours, sexuellement j'entends. Donc à un moment donné, il faut quand même, avant de quitter quelqu'un, prendre la mesure de l'importance de la séparation et tout. Je ne dis pas que la séparation est toujours évitable, mais une fois qu'on a tout fait, quoi, pour que ça dure. Alors, le dernier, c'est Precht, c'est un philosophe allemand, c'est le plus contemporain. Et il dit le manque d'attention n'est pas la cause d'une relation mal en point, elle en est le résultat. Alors la traduction, c'est que l'état amoureux qui produit la volonté d'aimer. C'est je suis amoureux, je veux bien t'aimer, mais la volonté d'aimer vous ne permettra jamais de retomber amoureux. Là aussi, je trouve que c'est un peu dur, un peu simpliste. Alors qu'est-ce qu'on peut opposer à cela, à part mon fromage et mes hindous? On peut opposer un petit raisonnement.
c'est que depuis l'Antiquité, dans plein de livres, et notamment chez un poète qui s'appelle Ovide, on a des recettes pour ne plus être amoureux. Des recettes pour ne plus être amoureux, des conseils, etc., qui se révèlent parfois efficaces. Et je me dis, mais si on arrive à trouver des conseils pour ne plus être amoureux, on peut très bien aussi donner des conseils pour le rester. Les remèdes à l'amour, c'est un livre d'Ovide où il donne justement des recettes pour, si on est trop amoureux, on est trop dépendant, si on est trop amoureux, on se met dans des situations difficiles parfois, et donc il nous dit comment ne plus être amoureux. Et ce qui est très intéressant dans le passage que je vous ai donné, là, ça c'est une citation d'Ovide, c'est qu'à un moment donné, dans ce passage, en passant comme ça, il dit qu'il y a des gens qui ont fait semblant d'aimer et qui sont vraiment devenus amoureux. Ça veut bien dire qu'il peut y avoir une part d'artifice dans l'amour. Quand on est persuadé de quelque chose, c'est ce qu'on appelle les croyances auto-réalisatrices, quand on croit vraiment quelque chose, pas toujours, mais parfois, ça arrive parce qu'on se met dans la situation où ça va arriver. Si vous êtes sûr que vous allez finir d'écrire ce poème, vous augmentez beaucoup plus vos chances de le finir que si vous vous dites « Oh là là, je ne sais pas si je vais le finir. Bon. » Et donc, il y a une forme d'autosuggestion qu'on a le devoir de pratiquer pour faire durer un couple. Et on a le devoir de la pratiquer, mais on n'a aucune certitude que ça marche. Hein. Mais quand même, il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir qu'a notre esprit de valoriser encore l'autre, même quand il nous déçoit, d'accepter ses défauts, etc., et de faire un récit, et avec les souvenirs. Les souvenirs aussi peuvent beaucoup nous aider. Autre référence, Ovide, bon, et puis un des rares qui pense que l'amour c'est une œuvre d'art, c'est Fromm, le psychanalyste allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Art d'aimer, qui est un bon livre. Et dans ce livre, il dit une chose, il dit si vous attendez le bon objet pour, je l'avais déjà dit tout à l'heure, si vous attendez le bon objet pour aimer, vous pouvez attendre longtemps parce que l'amour c'est une activité. C'est-à-dire c'est comme un peintre qui attend d'avoir le bon sujet pour peindre. Mais non, t'as pas compris que c'est, quel que soit le sujet, ce qui va faire que puisqu'on est tous remplaçables, puisqu'on est tous des êtres humains à peu près de valeur égale, ce qui compte surtout c'est la manière, le niveau d'investissement spirituel, le niveau d'investissement sensible que je vais mettre dans la personne. Et j'ai mis à côté une photo d'un film sur la vie de Proust qui ressemble qui presque ressemble par son grain à un tableau, à une peinture. Et parce que Proust est le grand écrivain de ça. Il montre très bien, par exemple, quand Swann tombe amoureux d'Odette, il montre que c'est pas Odette ici qui est en question. C'est pas Odette qui rend Swann si amoureux que ça, c'est que Swann associe à Odette des tas d'autres choses qu'il adore. Une musique, une ambiance, le lieu où il l'a rencontré. Et je trouve que ces associations d'idées qu'on fait autour d'une personne peuvent nous aider comme des liens qu'on tisse et qui permettent de maintenir quelque chose fixe, de consolider l'amour qu'on a pour cette personne. Quand commence à avoir des doutes ou quand on commence à se lasser parce que justement on est parti dans le romantisme amoureux. Voilà, je voudrais simplement finir. Oui, il est temps. Oui, il est temps. Et je voudrais simplement finir avec une photo que j'ai prise dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, j'adorais me balader dans les cimetières pour faire des photos, parce que les cimetières, c'est reposant. Et ça permet aussi de prendre un peu de recul en se disant, oh là là, tous ces gens sont morts, moi aussi bientôt. C'est une sorte de méditation philosophique, la promenade dans un cimetière. Et je suis tombé sur un truc là. Alors c'était en bas, c'est trou là, excusez-moi, j'étais pas non plus un super photographe. Mais il y a un truc que j'ai tout de suite, quand j'ai vu ça, pourquoi j'ai pris en photo? Parce que j'ai trouvé ça émouvant et comique. Les deux. Il faut tenir les deux ensemble en fait. Le type en bas, il a écrit, il a perdu sa femme à mon incomparable épouse. Alors qu'est-ce qu'il y a d'abord de comique? Ce qu'il y a de comique, c'est qu'en fait,
cet adjectif incomparable au milieu de tombes strictement identiques produit un contraste ironique en fait. Et c'est vrai que ça fait... Bon, mais en fait, les cimetières sont... Il y a le mec qui chantait, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables de manière ironique. Là, on pourrait dire, les cimetières sont pleins de gens incomparables. Et là, vous avez le principe... Ce qui rend ici la photo comique, c'est le principe d'humilité. Finalement, on se dit, personne n'est incomparable. Bon. Et c'est émouvant aussi parce qu'en fait, oui, elle est incomparable pour lui. Parce qu'il a vécu avec elle. C'est-à-dire, moi qui n'ai pas vécu avec cette femme, je me dis, tiens, elle n'est pas incomparable, puisque tout le monde meurt et tout le monde... Mais à l'arrivée, ce qui rend incomparable cette femme, je suis sûr que c'est pas ses traits physiques, je suis sûr que c'est pas son intellect, je suis sûr que... Non, ce qui la rend vraiment incomparable, c'est que le type, il a dû vivre longtemps avec elle, et qu'il a pu aller au bout de son humanité avec elle. Au très fond de son humanité avec elle, et du coup, là, sa perte a été une perte très, très, très mélancolique et très belle aussi, parce que c'est des souvenirs, c'est le fait d'avoir eu la chance de vivre ça. Et je voulais finir en disant que si on en reste au Capital Séduction, on ne pourra jamais enterrer un amour incomparable. Voilà. Merci. Des questions, hein, si... Alors... Si on emmène sa femme au restaurant, si on dit qu'il faut renouveler le voyage de noces tous les ans, c'est aussi pour ça, pour tout ce qui, dans l'amour de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime, il y a l'ambiance, le lieu, ça procède de la même chose. Il y a de l'ordre de la religion laïque, oui, c'est-à-dire qu'il